Il suffit vraiment d'imaginer la scène pour en saisir toute l'étrangeté, en fait. Ah bah carrément. C'est visuellement très déstabilisant au premier abord. Ouais, voilà. On regarde la toile et on y voit, le profil classique et super serein d'une femme. Jusque-là, on se dit: «Tout va bien», Un portrait classique, quoi. c'est ça. Mais au lieu d'un arrière-plan traditionnel ou genre un simple drapé derrière elle, il y a un canard colvert. Et pas n'importe comment, hein, un colvert aux couleurs hyper vives qui explose littéralement de sa chevelure en plein vol. Ah, et c'est pas fini parce que niché juste en dessous, Ah ouais, le chat, voilà, incrusté dans les plis de sa robe translucide, il y a un chat tigré qui fixe l'observateur droit dans les yeux. c'est dingue. Donc aujourd'hui, notre plongée analytique s'attaque vraiment à une œuvre qui fait complètement court-circuiter le cerveau. C'est une huile sur toile qui est signée Dany et réalisée par Dany Zouhir, un artiste peintre marocain originaire de la ville de Meknès. Et franchement, c'est une œuvre qui mérite qu'on s'y attende très longuement, parce qu'elle joue avec les limites même de notre perception, tu vois. Bah oui, on est complètement perdu. Exactement. Face à cette image, le spectateur est immédiatement confronté à une énigme. Notre but aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas simplement de faire un petit inventaire de ce qui est peint, mais vraiment de décortiquer la mécanique psychologique et technique derrière cette illusion. Genre, comment il a fait ça? C'est ça. Comment un peintre parvient à fondre l'humain, l'animal et le paysage onirique sans que l'ensemble ne devienne juste un brouillon illisible et chaotique. Et c'est exactement ce qui frappe au premier regard, en fait. Parce qu'on n'est pas face à des images qui sont juste posées côte à côte comme un collage. Non, c'est beaucoup plus organique que ça. Ouais, ça me fait penser, tu sais, au phénomène de la double exposition en photographie argentique. Ah, l'erreur de pellicule. Oui, voilà. Quand on oubliait de faire avancer la pellicule dans l'appareil, la lumière imprimait deux images sur le même morceau de film. Du coup, le résultat, c'est que les formes, elles saignaient les unes dans les autres. Ouais, les silhouettes se mélangent, on voit un visage à travers un arbre, ce genre de truc. Exactement. Sauf que dans cette peinture, c'est pas un accident de pellicule, quoi. C'est calculé au millimètre. Le vêtement en dentelle de la femme devient carrément l'architecture, l'espace physique qui abrite le chat. C'est l'espace lui-même qui fusionne, ouais. D'accord. Du coup, décortiquons tout ça. J'ai une théorie là-dessus et j'aimerais bien ton avis. Je me demande si on parle vraiment de surréalisme ici. Ah, aïe, aïe. Pourquoi tu dis ça? Quand je pense au surréalisme, je pense tout de suite à Dali, à des montres molles, des éléphants avec des pattes d'araignée, enfin, des choses qui n'existent pas du tout dans la nature. Des objets déformés, tu veux dire? Voilà. Mais ici, le colvert ressemble à un vrai colvert. Le chat, c'est un simple chat de gouttière, un chat tigré gris et blanc, super classique. Tout est peint avec un réalisme, mais frappant. Bah, c'est une distinction fondamentale et il faut vraiment préciser comment l'histoire de l'art définit ce mouvement. Le surréalisme, en fait, c'est pas l'obligation de déformer l'objet. D'accord, c'est pas que les montres molles. Non, pas du tout. La vraie violence surréaliste de cette toile, elle réside pas dans le vocabulaire visuel, mais dans la syntaxe. Oh, la syntaxe visuelle, j'aime bien l'idée. Ouais, pour filer la métaphore, l'artiste utilise des mots normaux, genre une femme, un canard, un chat, mais il les utilise pour écrire une phrase visuelle qui est juste impossible. Et ça, notre cerveau a du mal à l'accepter. Ah, mais complètement. Le cerveau humain, il est programmé depuis la préhistoire pour identifier des contours fermés. C'est une question de survie pure et simple. Pour séparer la proie du prédateur, l'arbre du rocher, ce genre de choses. Exactement. Il faut savoir où commence le danger et où il s'arrête. Et devant cette toile, Danny Zouhir force l'esprit à observer deux objets qui occupent simultanément le même espace physique. Les cheveux sont des plumes, l'épaule est une aile. C'est ça. Et ça crée une dissonance cognitive énorme. On ressent presque un léger vertige, parce que le cerveau essaye frénétiquement de tracer une frontière qui en fait n'existe pas du tout sur la toile. C'est fascinant. Et pour nous obliger à accepter cette fusion un peu forcée, j'ai remarqué que l'artiste utilise des ancrages visuels très malins. Des points de repère, ouais. Ouais, je me suis longuement penchée sur ce colvert en plein vol là. L'œil est irrésistiblement attiré par une tache d'un bleu irisé éclatant sur l'aile de l'oiseau. Le fameux bleu du colvert. Voilà. En ornithologie, c'est ce qu'on appelle le miroir alaire. Ouais, je connaissais pas le terme exact. Ouais, ce sont des plumes spécifiques qui sont très rigides et qui reflètent la lumière comme du métal. Et c'est pas juste un détail esthétique balancé au hasard sur la toile, tu vois.
Tu penses que ça a une fonction précise? Carrément. J'ai l'impression que cette tache bleue super précise, au milieu de toutes ces couleurs plutôt douces, bah, elle agit comme un point de focalisation. Un peu comme un point d'ancrage? C'est ça. Elle convainc notre rétine que l'oiseau est réel, qu'il est matériel. Et du coup, le fait qu'il émerge d'une chevelure humaine devient encore plus déstabilisant parce qu'on y croyait à cet oiseau. Ton analyse de ce miroir à l'air, elle est vraiment très pertinente. C'est exactement un point d'ancrage de la réalité. Et ce qui est fascinant ici, c'est que pour que la transition entre la femme et l'oiseau fonctionne, le peintre déploie une maîtrise géométrique assez impressionnante. Avec les lignes de la composition. Voilà ce qu'on appelle les lignes de force. Si tu traces le mouvement, la courbe délicate de la nuque de la femme, ben, elle s'arrête jamais. Elle continue dans l'oiseau. Ouais, elle se prolonge, elle s'accélère même, et elle devient la trajectoire même de l'aile du canard. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une fluidité totale. Et ça s'arrête pas là. Ensuite, cette même ligne redescend le long du corps de l'oiseau pour enlacer le chat avant de remonter par les plis du tissu blanc jusqu'au visage féminin. Une vraie boucle, quoi. Un circuit fermé, exactement. L'observateur est un peu piégé dans un carrousel visuel organique. L'œil est constamment en mouvement. Mais du coup, techniquement, comment on crée matériellement cette fluidité sur une toile? Parce que ça a l'air super dur. Ah ça, c'est tout le secret du choix du médium. L'huile sur toile. Bah oui, c'est là que ça prend tout son sens. Si on essayait de faire ça avec de l'acrylique qui sèche en quelques minutes, on obtiendrait des superpositions très dures. Très tranché, quoi. Des blocs de couleurs. Exactement. L'huile, à l'inverse, ça met des jours, voire des semaines à sécher. Ça permet vraiment de travailler la matière dans le frais. Et surtout, ça permet cette technique incroyable des glacis. Les glacis, c'est ce qui donne cet effet de transparence sur la robe de la femme. Oui, on voit littéralement la courbe du sein de la femme à travers la dentelle blanche. Le cerveau capte à la fois la texture du tissu et la chaleur presque de la peau en dessous. Et ça, c'est uniquement grâce à l'huile. C'est le secret de cette œuvre, oui. Le glacis, pour faire simple, c'est l'application de couches de peinture presque transparentes. Elles sont gorgées d'huile et elles laissent passer la lumière jusqu'à la sous-couche avant de rebondir vers l'œil. C'est hyper technique, en fait. Très. Et cette translucidité, c'est ce qui rend la chimère crédible. La douceur de la peau devient complètement vaporeuse et ça contraste avec les détails supernaturalistes des plumes de vol du col vert. Qui sont beaucoup plus nettes, plus dures. Voilà, plus dense, plus nerveuse. C'est un dialogue tactile qui est extrêmement sophistiqué. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce dialogue tactile si organique et si doux, il subit un coup d'arrêt hyper brutal dès qu'on regarde le côté droit de la toile. Ah, la fameuse rupture. Ouais. Et c'est un détail qui m'a vraiment fait sursauter lors de ma première lecture de l'œuvre. On a passé notre temps à décrire un monde vaporeux, fluide, sans aucune frontière. Et d'un coup, le mur. Et soudain, bam, juste derrière le chat et l'aile de l'oiseau, un mur de briques, un vrai mur en terre cuite bien ocre, avec des joints de mortier super épais. C'est très brut, oui. C'est dur, c'est géométrique, c'est presque industriel. C'est un choc visuel total par rapport au reste du tableau. On se prend littéralement un mur au sens propre comme au figuré. Ce contraste, c'est vraiment le nœud narratif de l'œuvre. L'artiste place pas un mur de briques juste par simple souci décoratif, hein. T'imagines? Oui. C'est trop imposant pour être juste un fond. Dans l'iconographie classique, et très particulièrement dans le surréalisme, la brique, c'est le symbole par excellence de la matière, du monde tangible, des règles physiques rigides. Ce qu'on peut toucher, ce qui est lourd. C'est la construction humaine, quoi. Ce qui nous enferme et nous protège à la fois. Le mur ici, ça représente l'état d'éveil, la réalité la plus brute et la plus inébranlable. Ok, et donc, si je suis cette logique, le côté gauche de la toile agit comme l'antidote de ce mur de briques, non? C'est une excellente façon de le formuler. Parce que vers la gauche, là où la femme regarde de profil, bah, il n'y a plus aucune géométrie. C'est un paysage atmosphérique presque insaisissable. Du flou, de la couleur pure. Ouais, on y voit des fondus de bleu ciel, des jaunes très pâles, des petits reflets orangés. On dirait presque une brume matinale super épaisse. Une ambiance très pastel. Du coup, ça veut dire que notre trio, la femme, le canard, le chat, ils seraient en train de fuir physiquement la réalité de la brique pour s'envoler vers cette brume mentale. C'est une hypothèse très solide. Et d'ailleurs, l'espace représenté ici, à gauche, ça porte un nom en analyse de l'art. C'est un espace liminal. Un espace liminal, tu peux nous définir ça vite fait. Ouais, bien sûr. C'est le seuil psychologique entre deux états.
Les personnages, là, ils ne sont plus tout à fait dans la réalité à cause des fusions, mais ils sont pas encore totalement dissous dans le rêve non plus. Ils sont dans le passage, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un indice typographique majeur qui vient appuyer cette idée de revendication du monde des rêves. Oh, tu parles de la signature, là. Oui, La signature de l'artiste. le fameux Dany en bas à gauche. C'est vrai qu'elle est super étrange, cette signature. Elle n'est pas du tout écrite en noir, sagement posée dans un coin avec un petit pinceau fin comme on voit d'habitude. Exactement. Le nom est inscrit au cœur même de la brume bleue. C'est presque caché. Ouais, la typographie semble embossée, presque sculptée en creux et en relief directement dans l'atmosphère, dans la matière même de la brume. Ah oui, c'est pas peint par-dessus, c'est dedans. Les lettres prennent la couleur du fond. Elles sont révélées uniquement par de subtils jeux d'ombre et de lumière. Et ça, c'est très fort. L'artiste refuse de signer sur le mur de briques. Et il veut rien avoir à faire avec la réalité. C'est ça. En gravant son nom dans cette substance vaporeuse, il déclare la propriété de cet espace immatériel. Il nous dit en gros que le rêve, c'est son territoire. Ce qui nous amène, du coup, à une question incontournable. Alors, c'est une réflexion qui m'a beaucoup taraudée en étudiant les différentes sources pour préparer l'émission. Je sens que tu vas parler de géographie. Exactement. On sait, de façon purement factuelle, que Dany Zourir est un artiste marocain originaire de Meknès. Et Meknès, c'est l'une des 4 villes impériales du Maroc. Une ville avec une histoire incroyable. Voilà, c'est une cité avec un patrimoine architectural et culturel juste colossal, des portes immenses, des murs historiques. Du coup, en voyant la provenance de l'œuvre, mon cerveau s'est immédiatement mis à chercher des motifs traditionnels. C'est un réflexe assez classique, oui. Je m'attendais de façon totalement inconsciente à voir des éliges, une architecture mauresque, peut-être des vêtements traditionnels ou une lumière typiquement méditerranéenne. Et à la place, tu trouves quoi? À la place, on a un canard colvert, un oiseau qu'on trouve surtout en Europe ou en Amérique du Nord, un chat tigré et un esthétisme global qui rappelle presque le romantisme classique occidental. C'est très surprenant si on s'attend à de la peinture orientaliste, c'est sûr. Du coup, ma première théorie, je t'avoue, c'était de me dire « Ah, l'artiste rejette délibérément son héritage marocain pour prouver qu'il peut faire autre chose. » Alors, est-ce que tu penses que c'est une lecture juste ? Eh bien, si l'on relie cela à une perspective plus large, je dirais que c'est un biais de lecture très fréquent. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas réduire cette démarche à un simple rejet. D'accord, c'est plus subtil que ça. En réalité, ce que l'on observe ici touche à une dynamique très complexe du marché de l'art international, qu'on appelle souvent le fardeau de la présentation. Le fardeau de la représentation. Ouais. Souvent, les galeries ou le public occidental exigent, plus ou moins consciemment, des artistes africains ou du Moyen-Orient qu'ils produisent des œuvres qui fassent locales. Qui fasse typique, quoi. C'est ça. On leur demande implicitement d'être des ambassadeurs culturels, de fournir un exotisme rassurant, une sorte de souvenir pour touristes intellectuels, tu vois. En gros, on leur demande de peindre leur passeport. Mais c'est une métaphore parfaite, ça. On veut qu'ils peignent leur passeport. Mais l'inconscient, lui, il n'a pas de nationalité. C'est beau ça. Le rêve n'a pas de frontières. Exactement. La démarche de Dany Zourir n'est pas du tout de renier d'où il vient. Son but, c'est de refuser d'y être assigné à résidence. En utilisant des éléments familiers qui n'ont pas d'attache géographique stricte, Comme ce fameux canard commun ou ce petit chat domestique. voilà. En faisant ça, il prouve que le paysage mental d'un peintre de Meknès a tout à fait le droit d'explorer l'universel. Il ne doit rien à personne. C'est une déclaration d'indépendance artistique absolue. Il a le droit au surréalisme intime, tout comme n'importe quel peintre parisien, londonien ou new-yorkais. Et franchement, cela explique beaucoup de choses sur le choix précis de ces animaux. Parce que s'il avait voulu peindre une scène onirique majestueuse, un truc très grandiloquent, il aurait pu choisir un aigle royal émergeant de la chevelure. Ou un lion, un tigre. Ou un lion à la place du chat, oui. Des animaux nobles, chargés de très lourds symboles de pouvoir. Mais là, non, on a un colvert et un petit chat tigré de quartier. C'est le choix de la banalité. Ouais. Et je trouve qu'en choisissant le banal, le quotidien, il rend le surréalisme beaucoup plus intime, beaucoup plus proche de nous. Il nous dit que le rêve ne naît pas seulement des grandes mythologies ou des épopées. Il naît de notre entourage. Voilà, il naît de l'observation des choses toutes simples qui nous entourent et qui sont élevées au rang de chimères juste par le pouvoir de notre esprit. Et c'est exactement là que la fluidité de la peinture à l'huile vient vraiment couronner le propos, tu vois. La technique qui rejoint le fond. C'est ça. En dissolvant les frontières entre la femme, le banal et cet oiseau migrateur, il crée un mythe moderne.
Le public n'a pas besoin de connaître l'histoire du Maroc pour comprendre l'évasion psychologique d'un esprit. Un esprit qui s'envole pendant que le corps reste là. Oui, le corps qui reste ancré près du mur de briques. La mécanique du rêve, elle est partagée par l'humanité entière, avec la même étrangeté, les mêmes amalgames complètement incompréhensibles au réveil. C'est un peu vertigineux hein, quand on assemble toutes ces pièces. Si on retrace notre parcours depuis le début, on réalise à quel point nos toutes premières impressions étaient finalement assez superficielles. On est vite trompé par l'esthétique. C'est clair, on a commencé par observer une fusion esthétique amusante, une sorte d'illusion d'optique super agréable à regarder. Puis, en grattant un peu, on a découvert une mécanique de haute précision. L'utilisation des fameux glacis à l'huile, Ouais, pour forcer le cerveau à accepter cette double réalité spatiale. Et ce miroir à l'air bleu métallique qui nous hypnotise complètement. un vrai piège pour l'œil. Et ensuite, il y a eu cette confrontation brutale entre la matière étouffante, ce mur de briques, et la libération vaporeuse du paysage pastel à gauche. Le tangible contre l'immatériel. Et pour finir, on comprend que ce carambolage visuel, il est aussi profondément politique d'une certaine manière. C'est le refus d'un artiste marocain d'être enfermé dans un cliché régional. C'est la revendication de l'imaginaire pur comme seul territoire véritable. Exactement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Eh bien, je dirais que tout notre parcours analytique nous mène en effet à cette belle conclusion sur la liberté de l'artiste. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un dernier détail de composition qui ajoute une couche supplémentaire de mystère. Oh, un détail caché? Pas caché, non, mais qui mérite réflexion bien après avoir détourné les yeux de la toile. C'est la question des regards croisés. Ah oui, les fameux regards. C'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé. La femme, majestueuse au centre, elle semble ignorer complètement le mur derrière elle. Mais elle ignore aussi le spectateur, nous. Elle est dans son monde. Elle fixe ce paysage brumeux à gauche. Elle a l'air complètement absorbée par sa propre intériorité, très pensive. Oui, la femme est en effet perdue dans le paysage de son esprit. Son regard confirme vraiment cette notion d'évasion dont on parlait. Et l'oiseau, lui, il n'a pas de regard spécifique? Non, l'oiseau est figé dans l'action de profil. Il émerge, c'est tout. Mais le chat bouleverse complètement cette dynamique très close. Ah, ce chat. Ce chat, qui est lové dans les profondeurs de l'intimité féminine, sous ce tissu diaphane. Il ne regarde ni l'horizon brumeux, ni l'envol magnifique du canard. Il est tourné vers l'extérieur. Il nous regarde, nous. Ses yeux verts d'eau, qui sont très intenses et perçants, ils fixent directement la personne qui regarde la peinture. Et il faut savoir que dans l'histoire de l'art, et particulièrement dans l'iconographie onirique, le félin joue très souvent un rôle particulier. Lequel? Il joue le rôle de psychopompe ou de gardien des frontières. Le gardien entre les mondes tangibles et invisibles. Exactement. Entre la réalité et le rêve. Donc le chat agit comme un vigile en quelque sorte. Voilà. Il brise le quatrième mur et il prend l'observateur en flagrant délit. Et c'est ce qui rend cette œuvre si troublante sur la durée, quand on la regarde longtemps. On se demande alors, est-ce que la peinture est-il simplement la représentation d'une rêverie, d'une femme endormie, que l'on observerait passivement? Ou bien, Ou bien ce félin est-il le véritable architecte de ce monde liminal? Il nous toise avec une sorte de méfiance tranquille, pendant que nous, nous essayons, par la simple insistance de notre regard, de pénétrer par effraction dans un sanctuaire mental qui ne nous appartient absolument pas. waouh, le voyeurisme face au rêve. C'est une pensée fascinante à ruminer, non? C'est une perspective qui change absolument tout, ça donne presque des frissons. La prochaine fois qu'on se retrouvera devant une œuvre qui semble fusionner les réalités comme ça, il faudra se demander qui du tableau ou de nous observe l'autre. C'est la grande question. Une analyse vraiment passionnante qui clôture cette session, en tout cas. La beauté de cette toile de Dany Zourière, c'est qu'elle continue de se déployer dans notre esprit bien après qu'on a fermé les yeux. C'est la marque des grandes œuvres. Tout à fait. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'inconscient et la matière, et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.